Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mélodie Santoul, chargée de mission prévention au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour notre premier webinaire sur le thème des dépistages des cancers. Et je tenais à vous remercier pour votre participation. Donc, en cette période exceptionnelle, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn se veut au plus proche de ses assurés. C'est pourquoi nous avons fait le choix de vous proposer un nouveau mode de communication qui est le webinaire, également appelé conférence en ligne. Même si nous traversons une crise sanitaire qui est inédite, il reste primordial de prendre soin de sa santé, de se faire dépister et si vous avez des soins, bien sûr, à poursuivre vos traitements. Nous avons tous des risques de développer des cancers. Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'il existe des moyens pour se faire dépister, des moyens efficaces pour se faire dépister et pour se faire soigner. Les personnes susceptibles de développer un cancer ne doivent pas être des victimes collatérales du Covid. Donc, nous allons aborder aujourd'hui ensemble la question de la continuité des soins et plus précisément des dépistages des cancers en période de crise. Pour cela, donc, je tenais à remercier le docteur Baro Krabé, qui est médecin au niveau du Centre régional de coordination des dépistages des cancers, appelé communément le CRCDC-OC. Donc, en quelques mots, comment va se dérouler ce webinaire? Donc, pendant l'intervention du docteur Baro Krabé, vos micros seront coupés. Toutefois, vous aurez la possibilité de poser vos questions et nous vous invitons à interagir avec nous directement sur le panneau de configuration via la rubrique questions-réponses matérialisée par les lettres Q et R. Après l'intervention du docteur Baro Krabé, qui durera environ une demi-heure, nous répondrons ensemble à toutes les questions ou toutes les questions que vous nous aurez posées. Dès demain, la vidéo de ce webinaire sera accessible en direct sur la chaîne YouTube de la Caisse primaire de la CEPAM. Donc, vous pourrez vous connecter soit via le lien que vous avez reçu, sinon directement sur le site YouTube. Je laisse maintenant la parole au docteur Baro Krabé et vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions et interagir avec nous. À de suite. Bien, bonjour à tous. Merci de participer donc à ce webinaire. Alors, j'espère que vous allez sortir d'ici avec plusieurs réponses à vos questions. C'est tout mon souhait. Alors, donc, comme ma collègue vient de dire, posez les questions qui vous viennent à l'esprit et je ferai mon effort pour vous répondre. Voilà. Je vais vous parler donc du dépistage des cancers pendant ces moments particuliers que nous traversons, que notre pays traverse, que le monde traverse, l'épidémie du Covid. Alors, ma collègue vient de vous parler. Moi, je suis responsable donc du Centre régional de dépistage des cancers. Et donc, au quotidien, nous sommes là pour organiser le programme de dépistage des cancers. Alors, c'est quoi d'abord le cancer, l'impact dans notre société, quelques causes, et puis comment on peut réagir à la maladie cancéreuse, surtout quelle est la place du dépistage. Et on va après essayer de voir dans tout ça, avec le Covid, comment doit-on se comporter et ce qui surtout empêche les gens, Covid ou hors Covid, de participer aux différents programmes de dépistage. Alors, c'est quoi d'abord le cancer? Le cancer, on parle de dysfonctionnement, c'est juste une certaine anomalie de certaines cellules de l'organisme qui se mettent à se multiplier de manière un peu désordonnée, on va dire anarchique, et puis à se multiplier, pas de proliférer, d'abord dans un organe, c'est très local au début, et puis finalement, ça va toucher soit les autres organes à côté, ou bien se localiser plus loin. Le corps humain est un organisme formé de plusieurs organes. Le sein, c'est un organe, le côlon, c'est un organe, l'estomac est un organe, l'œil est un organe, et ainsi de suite. Et ces organes, en fait, sont constitués de milliards et de milliards de cellules. Et chaque jour, on a des cellules qui meurent. Nous sommes des hommes mortels, jusqu'à ce qu'un jour nous mourons. Donc, des cellules qui meurent, mais heureusement, chaque jour, il y a un renouvellement aussi de cellules, c'est-à-dire de nouvelles cellules qui naissent. Donc, mais ces cellules-là naissent dans un organe particulier, c'est-à-dire il y aura des cellules qui vont naître, des cellules de sein dans l'organe du sein, il va y avoir des cellules qui vont naître dans l'estomac, mais uniquement dans l'estomac, pour remplacer un peu les cellules qui vont mourir. Et souvent, c'est
au moment de cette naissance-là que la cellule va subir comme une certaine modification, un impact de certains facteurs. On en connaît certains, d'autres on ne les connaît pas, qui vont déranger la naissance de la nouvelle cellule, de telle sorte que la cellule qui va naître, elle est un peu, on va dire, anormale. Et finalement, elle va continuer à se développer elle aussi pour devenir une cellule cancéreuse. Le cancer a une place importante dans notre société. Chaque année, il y a 350 000 Français qui font un cancer. 350 000 nouveaux Français qui font un cancer. Qui ont un cancer en France, et ajouté à toutes les autres personnes qui ont déjà un cancer mais qui ne sont pas encore décédées. Et chaque année, en France, il y a près de 160 000 décès dus au cancer. C'est très important. Le cancer est la première cause de mortalité, même si aujourd'hui, on a cette épidémie du Covid, où nous avons déjà atteint les 50 000 morts. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'épidémie de ce Covid que le cancer va stagner, va s'arrêter, va attendre que l'épidémie prenne fin avant de continuer. Non, on a une épidémie, c'est vrai, il faut faire face, mais le cancer continue de tuer les Français et il ne faut pas s'arrêter de pouvoir lutter contre cette maladie. Pour aller plus loin, je voulais vous dire un peu comment arrive le cancer. C'est-à-dire le cancer, on n'est pas en bonne santé et puis une cellule du jour au lendemain devient cancéreuse. Il y a souvent l'impact, certains facteurs qui vont agir, intervenir dans notre organisme. Les facteurs qui vont peut-être liés à l'environnement. Par exemple, lorsque vous fumez, eh bien, la fumée de cigarette va intervenir, impacter la division cellulaire de telle sorte que eh bien, vous pourrez avoir des cellules cancéreuses. L'alcool aussi, en fonction de l'alimentation, eh bien, on peut avoir effectivement plus tard des cancers. Mais on a ce qu'on appelle des facteurs internes et le plus important, c'est l'âge. C'est pourquoi souvent on dit que le cancer est une maladie de personnes âgées. C'est-à-dire lorsque vous avez certain âge, 20, 25, 30 ans, même 35, que vous avez un cancer d'un organe particulier comme le sein ou le côlon, on pense que, eh bien, il y a un problème. C'est que vous avez certainement hérité cela, peut-être de la famille, parce qu'il faut avoir un certain âge, 50, 55, 60 ans, plus on devient âgé, plus on peut faire un cancer. Et comme je dis, donc l'âge, ensuite l'hérédité. L'hérédité, c'est un peu ce que vous avez hérité de vos parents, une mère, une grand-mère, un père, un grand-père, qui peut vous léguer en fait un gène de cancer. Et à un certain âge, souvent assez jeune, vous développez une maladie cancéreuse. Bien. Quand on sait cela, finalement, quelquefois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si on peut réagir. On peut réagir essentiellement sur les facteurs extérieurs, parce que les facteurs extérieurs eh bien, impactent beaucoup en fait, notre cancer, l'arrivée de notre cancer. Donc, on va réagir. 40% des cancers sont dus à des facteurs vraiment de risque que nous avons identifiés en tant que médecins. Par exemple, ne pas fumer ou arrêter de fumer. Eh bien, vous éviterez d'avoir certains cancers, le cancer, quelquefois même le cancer du sein, mais le cancer du poumon, cancer aérodigestif, cancer de la vessie, plein de cancers peuvent être évités lorsqu'on arrête de fumer. Si on réduit son alcool ou franchement une bonne réduction en fait de la consommation d'alcool peut aussi nous éviter certains cancers. On parle de manger équilibré, varié, vous avez toute cette pub-là, 5 fruits et légumes, eh bien, manger pas trop gras, pas trop charcuterie, ainsi de suite, eh bien, pratiquer très souvent une activité physique régulière, c'est pas être sportif de haut niveau, mais bon, faire une bonne marche, un peu de vélo, voilà, aller faire des courses à pied, des choses comme ça, et ça nous aide à notre organisme à être beaucoup plus solide pour lutter en fait contre la maladie cancéreuse. Vous voyez souvent en été, on nous demande de nous protéger des rayonnements UV, le soleil, pour ne pas que peut-être on ait un impact au niveau de la peau, de certains cancers. Eh bien, il faut donner pour cela, il faut avoir des bons réflexes, il faut pouvoir avoir l'attitude qu'il faut, et cela commence très, très jeune d'ailleurs, pour qu'on puisse avoir un vrai impact sur notre vie de tous les jours. Seulement, majoritairement, on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut
bien se prémunir. Par exemple, lorsque vous fumez, eh bien, vous savez que si vous arrêtez, cela va vous faire du bien, mais souvent, on n'arrive pas à s'arrêter de fumer. On n'arrive pas à arrêter de s'alcooliser ou en tout cas de prendre son habitude de bien manger. Et donc, quelquefois, donc, cette première partie de prévention, on n'arrive pas à la concrétiser dans notre vie. Et du coup, au niveau scientifique, on a réfléchi autrement. On se dit, si nous n'arrivons pas à avoir l'attitude qu'il faut et qu'on est malade, comment peut-on s'arranger pour ne pas mourir du cancer? Parce que le problème, en fait, avec la maladie cancéreuse, c'est que la maladie arrive, on a le cancer, mais on est en bonne santé. On n'a aucun symptôme. On se sent très bien. Il n'y a rien qui nous alarme, qui nous dit que nous sommes malades. Et le jour où, quelquefois, les premiers symptômes apparaissent, souvent, le cancer a déjà tout évolué, a fait beaucoup de dégâts. Quelquefois, c'est déjà généralisé. Et pourtant, la médecine sait traiter le cancer. Mais la médecine ne sait pas trop traiter les cancers généralisés, évolués. Donc, on réfléchit autrement, on se dit, il faudrait que pendant que nous nous sentons en bonne santé, aller chercher la maladie. Et lorsqu'on retrouve un cancer qui a son début, eh bien, on le guérit. Et aujourd'hui, on guérit majoritairement presque tous les cancers qui sont à des stades de début. Mais pour cela, il faut aller les chercher. Et c'est pourquoi on a institué le dépistage. D'abord, le dépistage qui aurait pu être individuel, c'est-à-dire chacun prend conscience de son état de santé, il se dit régulièrement, il faut que je fasse tel ou tel examen pour voir si j'ai un cancer ou pas. Quelquefois, c'est quand même compliqué de le mettre en place. Et puis, pour sensibiliser, pour organiser, pour ne pas que certaines personnes, peut-être qui ont quelques difficultés, puissent échapper à ces examens, on a mis en place le dépistage organisé, ce qui fait tous ces courriers, ces invitations qu'on adresse à la population régulièrement pour rappeler l'importance de faire des examens alors qu'on est en bonne santé. Alors aujourd'hui, on dépiste 3 cancers essentiellement. Le cancer du sein chez la femme, c'est 60 000 quand même nouveaux cancers tous les ans. Le cancer du côlon chez la femme et l'homme et le cancer du col de l'utérus. Parce que ce sont ces cancers-là pour lesquels on a trouvé un bon test de dépistage. Alors pour le cancer du sein, alors c'est 60, comme je dis tout à l'heure, c'est 60 000 femmes tous les ans qui font un cancer du sein en France. Il est dit qu'une femme sur 8 en France qui aura un cancer du sein. Et ce cancer est responsable de 12 000 décès tous les ans. Pourtant, on sait le soigner. On le soigne même très bien, mais il faut le détecter tôt. Pour le détecter tôt, il faut une radiographie des seins qu'on appelle la mammographie. On fait une première mammographie chez le radiologue. Et lorsque le radiologue a lu, parce que ce sont des images, des photos prises, lorsque le radiologue a lu et qu'il trouve les mammos normales, dans le dépistage organisé, on récupère ces clichés de mammographie normale et il y a une séance de deuxième lecture, c'est-à-dire il y a un deuxième radiologue qui va relire en fait les clichés pour voir si le premier radiologue, son collègue, n'a pas peut-être laissé passer un tout petit cancer. Donc, il est très important de participer, de rentrer dans le cadre du dépistage organisé. Ce dépistage concerne des femmes de 50 à 74 ans. Il se fait tous les 2 ans et il est pris en charge surtout à 100% par l'assurance maladie. Il n'y a pas d'avance de frais, de telle sorte que personne n'est mis de côté. Toutes les femmes vivant en France peuvent participer à ce programme de dépistage. Et en plus, dans le centre de radiologie de leur choix, les habitudes ne changent pas. Ce n'est pas parce que c'est un programme organisé qu'on trie des centres de radiologie. Toutes les femmes peuvent faire les mammographies dans tous les centres de radiologie où on fait une mammographie. Le deuxième cancer que nous dépistons, c'est le cancer colorectal. Le colorectum, c'est le gros intestin. En fait, c'est cet organe qui va récupérer tout ce que l'organisme n'a plus besoin. Lorsqu'on s'est nourri, l'organisme utilise tous les nutriments pour se développer. Et puis, ce qu'on n'a pas besoin, l'organisme le récupère. Et ça se retrouve au niveau du côlon qui va, en fait, son rôle, c'est de récupérer et de l'évacuer, ce qui fait que après, on y va aux toilettes. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier derrière le cancer du poumon. C'est environ 18 000 décès tous les ans en France. Et c'est très important. Pourtant, lui aussi, lorsqu'on le détecte tôt, on guérit dans 9 cas sur 10. Et pour le chercher, ce n'est pas compliqué. C'est un jeu d'enfant. On a ce qu'on appelle un test immunologique. C'est juste un petit test où on va rechercher en fait du sang minime, infime, du sang occulte qu'on ne voit pas à l'œil nu, du sang qui se mélange un peu au sel. Donc, vous faites vos toilettes, vous prenez un petit bout
avec un petit bâtonnet que vous envoyez au laboratoire et le laboratoire va rechercher en fait du sang dans les selles à une certaine quantité. Voilà. Donc, c'est facile à faire. C'est simple, c'est rapide, c'est très efficace. Ça concerne aussi donc tous les hommes et les femmes de 50 à 74 ans qui n'ont aucun problème particulier, qui sont en bonne santé. C'est un dépistage qu'on fait aussi tous les 2 ans. Il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie aussi, c'est-à-dire vous allez chez votre médecin, vous retirez gratuitement un test de dépistage, ou bien si vous n'avez pas le temps d'aller chez le médecin, vous appelez la structure de dépistage et on vous envoie un test à la maison. Eh bien, le test se fait à la maison. Lorsqu'on l'a récupéré, c'est tellement simple que seul à la maison, on peut faire le test. Alors, il y a dans cette diapo que vous voyez maintenant une description un peu de comment réaliser le test. Vous faites des selles chez vous à la maison. On fait un effort pour ne pas que les selles soient mouillées, donc tombent dans les toilettes. Donc, il y a une manière un peu de les récupérer. Vous prélevez un petit bout avec un petit bâtonnet. Vous le mettez dans un petit flacon et vous mettez ce flacon dans une enveloppe qui est dans le test déjà. Vous mettez vos coordonnées et vous mettez à la poste tout simplement. Et dans maximum 1 ou 2 semaines, logiquement, le laboratoire lit le test, vous avez le résultat chez vous à la maison, votre médecin traitant a aussi le résultat et la structure de dépistage que nous dirigeons a aussi son résultat. Le troisième dépistage qu'on vient à peine de commencer, il y a à peine quelques semaines, c'est le dépistage cancer du col de l'utérus qui se fait par frottis. En fait, on va frotter un peu le col de l'utérus pour recueillir soit quelques cellules du col, soit voir s'il y a une présence de virus qui est responsable en fait de ce cancer. Le cancer du col de l'utérus est un cancer dû à 100% par le papillomavirus. C'est une maladie sexuellement transmissible, mais dans la population, 80 à 85% des personnes qui ont eu un rapport sexuel ont eu un papillomavirus. C'est un virus dont il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes particuliers. On l'attrape, on en guérit presque sans problème. Et puis malheureusement, il y a environ 0,1% en fait, des femmes qui en fait, vont développer la maladie. Donc ce dépistage va concerner les femmes entre 25 et 65 ans. Entre 25 et 29 ans, on fait ce qu'on appelle un frottis. On va chercher des cellules anormales au niveau du col de l'utérus. Et puis, à partir de 30 ans, on fait toujours un frottis, mais on va rechercher ce qu'on appelle le test HPV, le papillomavirus, voir s'il y a ce virus-là qui est encore présent et très actif au niveau du col de l'utérus. Et lorsque les examens sont négatifs à partir de 30 ans, on refait un prélèvement, mais là, tous les 5 ans. Il est très important. Le test, lorsque vous avez fait le prélèvement, il est lu dans un laboratoire et la lecture du test est aussi prise en charge à 100% dans le laboratoire. En fait, la consultation du médecin ou de la sage-femme est prise en charge dans les conditions habituelles et le prélèvement également, mais seulement la lecture du test, il n'y a pas de frais du tout à avancer, il est pris en charge à 100%. Donc, où réaliser ce test ou ce frottis? Chez la sage-femme, chez le gynécologue, chez votre médecin généraliste. Et vous pouvez aussi aller, si vous allez dans un centre de santé de la CEPAM, vous le faites. Et rarement d'ailleurs, quelques laboratoires aussi peuvent faire le prélèvement. Le Covid dans tout ça, et depuis bientôt 1 année, nous avons été frappés de plein fouet par cette maladie qui entraîne un désordre pas possible dans nos pratiques quotidiennes. Cette maladie qui entraîne des confinements et reconfinements, déconfinements. Alors, on est un peu perdu parce que c'est une nouvelle maladie, on ne la maîtrise pas encore, on a peur de tous ces décès. Ce qui fait que souvent, à cause de ces confinements, de ces peurs, en fait, d'être contaminé, évidemment, on reste chez soi et des personnes qui ont pris de bonnes habitudes de faire des examens pour dépister des cancers, malheureusement, ne font plus, perdent cette habitude-là. Pourtant, même s'il y a cette nouvelle maladie, comme je dis, un cancer peut toujours se développer, croître et devenir grave. Donc, il est vraiment important de poursuivre, en fait, le dépistage. Surtout que maintenant, dans tous les examens, en fait, le dépistage cancer du col, c'est chez soi à la maison, donc vous pouvez avoir un test à la maison. Et puis, pour tous les autres examens, le corps médical, évidemment, prend toutes les précautions nécessaires pour ne pas infecter
on a voilà, une distanciation, des mesures barrières. Donc, ce ne doit pas vous empêcher de continuer à faire vos examens. En plus, pour faire cet examen, toutes vos sorties sont justifiées. Hein, pour une consultation chez un médecin, pour récupérer un test, pour faire une radiographie des seins. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place de telle sorte que nos habitudes ne doivent pas changer. Nous devons continuer à faire ces examens parce qu'on peut être préservé du Covid, parce qu'on a fait tout ce qu'il faut. Et puis, malheureusement, après cette séance de Covid, de confinement, avoir un cancer assez évolué. Donc, on vous encourage dans ces moments à continuer donc de faire vos examens de dépistage. Et puis, il y a certains quand même manières, par contre, si vous voulez, vous n'êtes pas très loin d'un centre de radiologie ou de votre médecin, bien, vous partez à pied ou à vélo. Donc, non seulement bien, vous faites votre examen, mais vous agissez pour être en bonne santé. Bien, ou bien vous prenez les transports en commun. C'est vrai qu'avec le Covid, on a un peu peur, mais si vous êtes bien protégé avec des mesures barrières, il n'y a pas de souci. Il y a aussi le convoiturage. Si vous n'avez pas vous-même une voiture, que c'est un peu loin, vous demandez à quelqu'un de la famille, un ami, voilà, de vous accompagner au centre de radiologie. Et au pire des cas, si vous avez vraiment des difficultés à vous déplacer, appelez votre centre communal d'action sociale. Je crois qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition pour que vous puissiez facilement vous déplacer et faire votre examen de dépistage. Alors, au-delà de ces quelques soucis peut-être qui peuvent peut-être décourager des personnes à faire aujourd'hui leur examen de dépistage, on a imaginé évidemment d'autres freins, pas imaginé. Très souvent, nous avons des appels et on nous dit souvent que on a peur de faire un examen parce que en fait, la peur, c'est de découvrir que, alors qu'on se croit en bonne santé, du jour au lendemain, se retrouver malade. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur que si jamais on est malade, la maladie n'est pas là. C'est-à-dire ce qu'on ne veut pas découvrir aujourd'hui, et si on fait un examen, si jamais on a la maladie, on va le découvrir forcément demain, mais ce serait déjà grave avec des complications, avec une prise en charge lourde, avec des séquelles terribles et quelquefois, on va décéder dans des conditions assez compliquées et difficiles. Donc, il ne faut pas que la peur soit pour nous un obstacle. D'autres personnes disent, mais chez nous, il n'y a pas de médecin, du tout, c'est très loin. Eh bien, c'est pourquoi on met en place ces différents moyens pour se déplacer. Il ne faut pas rester isolé dans son coin. Même si on n'a pas de médecin traitant, il y en a forcément dans la ville ou voilà, la commune à côté, il faut y aller. Certaines personnes ne veulent pas le faire à cause d'un peu de pudeur, parce que pour le test, par exemple, du col de l'utérus, il faut un prélèvement, et c'est un peu compliqué. Mais vaut mieux un prélèvement pour une fois tous les 5 ans, on va dire, ou une fois tous les 2 ans pour une mammographie, c'est une radio des seins, que ne pas le faire et puis finalement mourir. Quand on a la maladie, il n'y a plus de pudeur, tout le monde nous voit, tout le monde nous touche, tout le monde nous examine. Donc même la pudeur qu'on voulait éviter, eh bien, on est finalement plus exposé qu'il le faut. Et puis certaines personnes pensent que ce n'est pas important, ce n'est pas utile, ils ont d'autres choses importantes à faire. Mais si vous êtes malade, tout ce que vous trouvez comme important à faire demain, mais vous ne le ferez pas finalement. Vous allez vraiment vous arrêter. Donc, il faut faire votre test de dépistage. Il faut que le dépistage rentre dans vos habitudes de tous les jours. C'est-à-dire que vous vous levez chaque jour, vous balayez chez vous, eh bien, c'est un acte en fait de prévention. Il faudrait que le dépistage soit comme ça. Vous avez une voiture, vous faites un contrôle technique régulièrement alors que tout va bien, vous changez des pneus, c'est pour ne pas avoir un accident. Eh bien, il faudrait que le dépistage rentre dans ce cadre-là et que de manière comme un réflexe, vous fassiez vos tests de dépistage. Parce qu'il vaut mieux se dépister pour soigner au plus tôt la maladie avant même d'avoir des symptômes. Se dépister, c'est vraiment contrôler, se contrôler. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément la maladie, mais ça veut dire que vous pouvez être malade et on va découvrir votre maladie tôt. Et très souvent, lorsque un cancer est détecté tôt, bien, vous faites une petite chirurgie, ça devient un peu presque comme une tumeur bénigne et vous guérissez. Donc, même en situation de crise, il est important de continuer à se faire dépister, à suivre un traitement, à honorer ses rendez-vous médicaux. C'est très important. Finalement, nos conseils, c'est changer un peu la manière dont nous abordons en fait la maladie du cancer. Comment
nous approchons cette maladie. Il ne faut pas qu'on ait vraiment peur. Aujourd'hui, il faudrait que tous on puisse parler ouvertement d'un cancer et plus on en parle, plus facilement on peut faire ce qu'il faut pour nous en prémunir, en tout cas pour prévenir des complications. Et prendre le temps de réaliser les dépistages régulièrement, tous les 2 ans, tous les 5 ans pour le col, tous les 2 ans pour le cancer du sein ou le cancer colorectal, eh bien, il faut faire ces examens. C'est très important. Il faut chaque fois prendre rendez-vous, prendre des tests, y aller, comme en fait des gestes en fait, de prévention que nous faisons régulièrement. Adopter donc quotidiennement pour nous et nos proches des gestes simples pour diminuer le risque. Comme on a vu la prévention primaire, si vous fumez, faites un effort pour arrêter de fumer, ne pas trop consommer d'alcool, en tout cas réduire, très important. Je sais que les fêtes arrivent et que bon, c'est des moments de fête, mais il faut vraiment être modéré et puis pratiquer un peu du sport, bouger, ne pas être sédentaire, ne pas rester chez soi devant la télé tout le temps sans bouger. Il faut marcher, il faut se déplacer, il faut faire vos courses à pied, c'est très important. Parler, discuter avec votre médecin, la sage-femme, les professionnels de santé qui vous suivent, aborder en fait tous les sujets. Il ne faut pas qu'il y ait un sujet qui soit tabou. Nous sommes en 2021 où on peut parler de tout sans tabou. Donc, libérez-vous, parlez-en, discutez et faites surtout ce qu'il faut. Et si vous avez l'habitude de le faire, parlez-en à votre voisine, votre ami, votre collègue. C'est très important. Donc, nous conseillons de prendre contact avec nous, de nous appeler, le Centre régional de dépistage des cancers, pour que nous puissions vous donner tous les conseils qu'il faut et surtout que votre caisse d'assurance maladie est aussi là pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour vous orienter. C'est très important pour nous. Donc, j'espère que vous avez saisi, on ne veut pas que ce soit long, hein, que ce soit très vite raccourci pour que vous ayez le temps de poser quelques questions. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Voilà, donc l'intervention du docteur Barreau-Crabé est maintenant terminée. Je l'en remercie vivement. Je vous remercie également pour votre attention. Donc, nous allons poursuivre ce webinaire en répondant à toutes les questions que vous nous avez posées. Si toutefois vous n'avez pas eu le temps de poser ces questions pendant l'intervention, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours le faire donc, via la rubrique questions-réponses qui est matérialisée par les lettres Q et R dans le panneau de configuration. Donc, nous avons une première question de Thierry qui nous interpelle par rapport à donc, un problème au niveau du médecin traitant. Il est dans la région depuis peu, il n'arrive pas effectivement à avoir un médecin traitant parce que par rapport au problème que nous avons évoqué tout à l'heure, il souhaiterait savoir quels sont vos conseils pour justement pouvoir réaliser ces dépistages de la façon la plus efficiente, malheureusement en n'ayant pas de médecin traitant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, docteur? Alors de toute façon, nous avons fait de telle sorte, tout à l'heure, je le disais, nous avons fait de telle sorte que on se rend compte de la pénurie de médecins, que souvent on n'a pas de médecin traitant, mais ce n'est pas un obstacle pour nous. Pour le dépistage cancer colorectal, si vous n'avez pas de médecin, vous recevez une invitation, nous avons nos coordonnées, on peut même laisser nos coordonnées à la fin, vous appelez notre service, on vous adresse le test à la maison. Dans le test, il y a le mode d'emploi. C'est un prélèvement qu'on fait chez soi à la maison, avec un petit tube, un petit bâtonnet dans un tube et qu'on met à la poste. Donc, vous n'avez même pas besoin, en fait, d'un médecin pour cela. Le médecin, il est utile lorsque vous avez fait le test, qu'on a un résultat. Le résultat, si jamais il est positif, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un cancer, ça veut dire que vous avez du sang dans les selles, peut-être à une certaine quantité. Ça peut être dû à autre chose, mais ça peut aussi être dû à un cancer. Donc, quelquefois, quand vous avez un test positif, que vous n'avez pas de médecin traitant qu'on vous prévient, il y a un peu de panique. C'est juste ça. Mais il ne faut pas paniquer. Mais pour faire le test, vous nous appelez. Et pour le cancer du sein, si les femmes posaient aussi cette question, avec l'invitation, vous appelez un centre de radiologie, vous prenez rendez-vous, vous y allez. Tout simplement. Donc, c'est dommage parce qu'on ne peut pas résoudre le problème des médecins traitants qui manquent. C'est un problème national, mais on peut quand même faire son test sans médecin. Alors peut-être, docteur, on peut préciser le numéro de téléphone du coup du Centre régional de dépistage des cancers. Alors, le centre de dépistage, c'est le 05 63 38 61 15.
05 63 38 61 15. Et puis, si vous recevez notre invitation, vous avez aussi notre adresse mail où vous pouvez juste même par mail envoyer votre demande. Alors, nous avons une nouvelle question de Mohamed qui nous demande, il souhaiterait savoir où il peut se faire dépister du cancer de la prostate. Est-ce qu'il a un avis d'un médecin, mais il aimerait avoir d'autres avis, peut-être, savoir s'il existe un dépistage organisé du cancer de la prostate. Alors, ce que je voulais répondre à Mohamed, c'est que pour le cancer de la prostate, nous n'avons pas de dépistage organisé. Le Tarn a été même un département pilote d'une étude pour mettre en place le dépistage du cancer de la prostate. Et puis finalement, au niveau scientifique, nous nous sommes rendus compte que c'est un cancer qu'on n'avait pas besoin de dépister parce que qu'on le dépiste ou qu'on ne le dépiste pas, on avait les mêmes pronostics parce qu'on connaît déjà sa prise en charge et on sait que si on va le chercher tôt, on risque de créer d'autres soucis en fait, alors que si on ne le cherche pas tôt, qu'on le découvre finalement après, on a la prise en charge qui est plus ou moins identique. Donc, au niveau scientifique, on ne conseille pas de faire un dépistage du cancer de la prostate. Maintenant, quelques médecins, sous influence en tout cas de leurs patients, eh bien, vont faire quelques tests de dépistage. C'est juste un prélèvement de sang. Hein. En plus, ce n'est pas spécifique. C'est que si voilà, vous avez fait beaucoup de vélo, ou bien si vous êtes sur une moto, ou bien si vous avez sensibilisé un peu, on va dire, au niveau de l'anus, au niveau du rectum, vous pouvez augmenter en fait la dose, on va dire, de ce test-là et qui peut vous entraîner un dépistage positif, mais forcément. Donc, il y a certaines choses qui font qu'on ne met pas en place ou on ne conseille pas un dépistage organisé. C'est donc un problème personnel qu'il faut discuter avec son médecin traitant. Merci. Alors, Cathy nous dit qu'elle a reçu le bon de prise en charge pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, mais elle a perdu le bon de prise en charge. Alors, comment peut-elle faire pour en récupérer un nouveau? Et on peut peut-être également ajouter à la question, quelle sera sa durée de validité également? Alors, le test du cancer du col n'a pas de durée de validité. En fait, lorsque vous le recevrez, c'est plus facile pour le médecin qui prélève la sage-femme avec l'invitation parce qu'il y a dessus des étiquettes. Voilà, pour que le laboratoire puisse lire facilement votre test. Donc, vous pouvez nous appeler, comme je dis tout à l'heure, et puis une de mes secrétaires vous renvoie une invitation tout simplement. Ou bien, la personne qui vous prélève, elle met juste sur le papier, parce qu'elle a un papier de prélèvement, elle met juste dépistage organisé. Vous le dites. Si c'est la sage-femme ou le médecin ou voilà, le gynécologue, lorsqu'il fait un prélèvement, il accompagne le prélèvement avec une fiche d'examen. Il note bien dessus dépistage organisé. Et je crois que ça serait traité comme tel, tout simplement. Mais vous pouvez nous appeler ou envoyer un mail pour que ma secrétaire voit dans quelle mesure vous adressez une nouvelle invitation. Merci, docteur. Alors, nous avons une question de Virginie qui nous demande si les dépistages sont douloureux. Alors, le dépistage, non. Alors, ça dépend. Pour le sein, le dépistage du cancer du sein, comment ça se fait? C'est qu'on vous fait une radiographie des seins et il faut que le sein soit bien aplati parce que c'est entre deux plaques pour que les cellules se talent tous et qu'on prenne une bonne image, une bonne photo. Donc, quelquefois, il y a quelques femmes qui ont, au niveau des mamelons, qui sont un peu plus sensibles. Donc, quand on aplatit vraiment le sein, elles ont certaines douleurs. Quelquefois, des femmes nous ont signalé avoir eu mal. Mais logiquement, le temps d'aplatissement et le temps du cliché, c'est environ 30 secondes. Et puis, finalement, le cliché est fait. Et comme c'est tous les 2 ans, on peut peut-être se permettre d'avoir juste un peu mal une fois, mais pour la bonne cause, pour ne pas avoir une grosse douleur, une maladie et du cancer qui entraîne plus de douleur que cela. Maintenant, majoritairement, les autres disent qu'on est juste un peu désagréable, mais ça fait pas mal. Pour le cancer du col de l'utérus, ça ne fait pas du tout mal. Pour le cancer du côlon, alors là encore moins parce que c'est sur des selles, vous prenez un bâtonnet, vous faites un petit prélèvement sur votre selle, vous mettez dans une enveloppe. Donc globalement, les tests de dépistage ne font pas mal.
Voilà, ce qu'on peut vraiment rajouter au niveau du test donc, pour le cancer colorectal, c'est que ce n'est pas une coloscopie, hein, c'est vraiment un test, comme vous l'avez indiqué, immunologique, un prélèvement au niveau des selles que vous réalisez simplement chez vous, tranquillement, et que vous expédiez donc dans l'enveloppe qui est prévue. Pensez également à utiliser, il y a une étiquette qui est prévue parce que c'est personnalisé pour qu'après le laboratoire puisse bien vous identifier. Et c'est quand même quelque chose qui est assez simple à réaliser. Et voilà, ce n'est pas un examen de type coloscopie. Alors, nous avons une autre question de Zaya qui nous dit: il y a des cas de cancer dans ma famille, dois-je attendre l'invitation pour me faire dépister? Alors, ça dépend. La question, la réponse ne peut pas être oui ou non. Parce que euh, si vous avez un parent qui a un cancer du sein, un autre un cancer du col de l'utérus, l'autre un cancer du côlon, ce n'est pas une famille à cancer, forcément. En fait, il n'y a pas un gène qui est transmis pour tous les cancers. Vous pouvez avoir, si vous avez un parent qui a eu un cancer du sein jeune, et puis peut-être une autre tante, un deuxième, on peut soupçonner effectivement un gène de cancer, mais du sein. Donc peut-être, pour ce cancer-là, si c'est votre mère et puis une de vos sœurs, ou bien votre mère et votre tante, ou bien peut-être votre mère l'a eu très jeune, vous pouvez discuter avec votre médecin pour voir si vous pouvez commencer une première mammographie, on va dire peut-être à 40 ans. C'est en fonction du nombre de personnes dans votre famille et à l'âge, avec l'âge à lequel auquel plutôt ils ont eu le cancer et le type de cancer. Donc, le cancer du côlon, si vous avez votre père qui l'a eu, votre oncle ou bien une tante qui l'a eu à un âge assez précoce, effectivement, 40, 45, 50 ans ou plus, eh bien, on peut soupçonner qu'il y a un gène dans la famille et donc peut-être vous proposer une coloscopie plus tôt. Donc, ça dépend du cancer. Quelquefois, les gens ils confondent. Si vous avez un parent, votre mère ou votre père qui a un cancer à 70, 75 ans, on a vu que c'est une maladie de personne âgée. À la limite, c'est presque logique que peut-être à cet âge-là, on commence à avoir un cancer, donc ça ne fait pas forcément cancer de la famille. Si vous avez 2 ou 3 personnes, mais qui ont eu des cancers différents à des âges un peu élevés, ce n'est quand même pas un cancer familial, ce n'est pas le gène. J'espère que je suis bien compris. Donc, les cancers, les gènes, il n'y a pas un gène qui est spécifique à tous les cancers, mais à chaque organe qui a un cancer, on peut transmettre un gène de ce cancer-là, mais ça veut dire que le gène, il existe depuis dans les familles héritées des grands-parents, des parents, ainsi de suite. Et très souvent, on a des cancers assez jeunes et ça atteint plusieurs personnes de la famille pour le même type de cancer. Et là, il faut discuter avec le médecin, votre médecin traitant, pour savoir ce qu'il faut faire. Alors justement, nous avons une nouvelle question par rapport à la désertification médicale. Donc, une personne qui n'est pas éligible au test colorectal pour des soucis de santé, notamment la prise de certains médicaments, qui doit réaliser donc des coloscopies régulièrement, mais qui n'a pas de médecin traitant. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à cette personne pour pouvoir continuer à se faire suivre en l'absence de médecin traitant? Du coup, qui pourrait l'orienter vers un spécialiste? Alors, si on a des problèmes médicaux au niveau abdominal, au niveau du côlon, effectivement, on ne conseille pas de faire le test de dépistage, on conseille plutôt une coloscopie. La coloscopie, lorsque vous avez fait une fois, même si vous n'avez pas de médecin traitant, le gastro-entérologue qui vous a fait cette coloscopie peut vous prescrire en fait une nouvelle coloscopie et vous le refaire, même si on n'a pas de médecin traitant. Et puis, si vous avez fait la coloscopie que vous n'avez rien, c'est-à-dire au niveau du côlon, tout est normal, une autre coloscopie est programmée 5 ans après. Et donc, vous avez en 5 ans, presque, j'ai envie de dire, l'occasion de trouver peut-être un médecin pour vous prescrire juste une coloscopie avec les antécédents peut-être familiaux que vous avez. Ou bien, si vous êtes malade, même s'il n'y a pas de médecin traitant, que vous êtes malade, en France, on peut quand même voir à tout moment un médecin traitant, non? Même si ce n'est pas notre médecin traitant. Il y a des médecins qui consultent sans rendez-vous, qu'on peut aller voir. Donc, vous programmez un peu la chose, vous allez voir le médecin, parce que nous, en tant que structure de dépistage, on ne peut pas vous prescrire une coloscopie. Ça, c'est que votre médecin traitant qui le fait, ou le gastro-entérologue avec qui vous avez fait une première coloscopie. Et même si ce n'est pas le même gastro-entérologue, c'est en fait la prise en charge qui va changer un peu. Mais si vous êtes vraiment malade au niveau digestif, vous pouvez vous-même appeler dans une clinique ou un cabinet de gastro-entérologue, prendre un rendez-vous, expliquer la chose
et faire une coloscopie. C'est la consultation de ce gastro-entérologue directement sans passer par le médecin qui risque peut-être de coûter un peu plus, c'est-à-dire votre part risque d'être un peu plus que si vous passiez par un médecin. C'est un peu ça. Mais si vous avez des problèmes digestifs, il est important que vous fassiez votre coloscopie. S'il est négatif, c'est tous les 5 ans. Si vous avez des gros polypes à risque, on vous fait un premier contrôle à 3 ans et lorsque vous n'avez rien, vous le basculez à 5 ans. Tout à fait. Donc, dans le cas d'une personne qui a déménagé, effectivement, donc qui n'est plus donc en rapport avec son gastro-entérologue avec qui la personne a fait la première coloscopie, qui n'a pas de médecin traitant donc sur le département ou sur la région, à ce moment-là, il peut aller voir directement un gastro-entérologue en expliquant ses antécédents Voilà. médicaux. Et en précisant qu'effectivement, il n'a pas de médecin traitant, mais après, effectivement, c'est au niveau du remboursement que le taux risque d'être minoré, puisqu'en l'absence de médecin traitant, le taux de remboursement est à 30% au lieu des 70% prévus. Mais ça, après, il faut voir d'un commun accord avec le gastro-entérologue et en fonction de la situation, il peut éventuellement y avoir des situations qui peuvent être trouvées, des arrangements qui puissent être trouvés. Alors, nous avons une question de Cathy qui nous dit qu'elle a réalisé donc, le test colorectal il y a à peu près 15 jours. Elle n'a toujours pas eu de réponse d'ici. Quel est le délai à peu près pour avoir justement les résultats, docteur? Alors, habituellement, effectivement, le délai est de 15 jours. Maintenant, depuis l'avènement du Covid, on s'est rendu compte que le délai s'est décalé quand même d'environ 1 mois. Et c'est dommage, mais oui, il y a eu des délais jusqu'à 1 mois. On n'arrive pas à comprendre. On a appelé le laboratoire parce qu'il y a un seul laboratoire en France qui dit les tests dans le cadre d'épistage organisé. Et ils nous ont dit que voilà, il y avait plusieurs personnels pour ne pas que les gens se croisent au service à cause du Covid, des choses comme ça. Ils ont baissé un peu le personnel et que cela crée donc effectivement des retards dans la lecture des tests ou bien dans surtout l'envoi des résultats. Donc, si vous n'avez pas votre résultat, appelez quand même le centre de radiologie, parce que le centre de dépistage plutôt, parce que nous, notre logiciel est lié au logiciel du laboratoire et quelquefois, nous avons le résultat, mais ce n'est pas à nous de vous le communiquer, c'est au laboratoire de vous communiquer directement le résultat. Maintenant, si vous ne l'avez toujours pas, que vous nous appelez, que votre résultat nous est parvenu, on peut vous dire oui, nous avons votre résultat et que voilà ce qui en est. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça met 3 semaines, 1 mois, malheureusement. Oui, c'est comme un peu tout, effectivement. Ça a été un petit peu ralenti par cette situation, mais voilà, on vous préconisait aux personnes effectivement d'orienter vers le centre de dépistage. Alors, je vois que nous avons une réponse d'un de nos participants qui est ravi de nos réponses. Donc, on espère avoir répondu à vos questions. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de passer à la suite, donc de clôturer. Il est temps pour nous maintenant de clôturer ce moment d'échange et de vous remercier, docteur, pour votre participation, de vous remercier également à vous en tant que participant pour votre attention. Nous espérons qu'il aura répondu pleinement à vos interrogations, qu'il aura peut-être levé des freins, nous l'espérons également, et qu'il vous aura peut-être même motivé à réaliser ces dépistages, qui vous aura un peu rassuré et motivé, parce que c'est vrai qu'il est important, et on ne le dit pas assez souvent, de se faire dépister, malgré même le contexte ou autre, il est important de le faire. Il est important de prendre soin de sa santé pour nous, mais aussi pour nos proches. Il faut le souligner. Vous pourrez donc retrouver dès demain le replay de ce webinaire en ligne directement sur la chaîne YouTube de la CPAM du Tarn. Je pense notamment au niveau du numéro de téléphone du centre, donc vous pourrez revisionner ce webinaire. N'hésitez pas également à en parler autour de vous pour faire part à vos proches de ces freins, lever ces freins, leur expliquer exactement ce que c'est, lever un maximum de freins pour inciter les personnes à réaliser ces dépistages. À la fin de ce webinaire, vous recevrez également par mail un petit questionnaire de satisfaction de quelques minutes qui vous permettront de nous faire part de vos remarques. Donc, merci de prendre quelques instants pour nous les retourner. Voilà, donc afin de rendre la prévention vraiment accessible à tous, nous vous proposerons régulièrement d'autres moments d'échange sous ce format-là, sous le format webinaire, sur différents thèmes. En janvier, nous abordons la question connue, mais malheureusement encore d'actualité, des liens entre tabac et cancer. Et éventuellement, quels sont les modes, les techniques, les outils qui peuvent être utilisés pour justement vous aider à arrêter de fumer. Donc, n'hésitez pas également à en parler autour de vous.
Eh bien voilà, il est temps pour nous de nous quitter. Voilà, je vous donne rendez-vous très rapidement pour d'autres webinaires. Bonne journée à tous, à très vite et prenez soin de vous. Voilà, bonne journée aussi. Et donc, notre service reste vraiment ouvert pour toutes les autres questions qui ne sont peut-être pas venues à votre esprit. Vous pouvez vous adresser à nous par mail, en téléphonant, et nous sommes là pour répondre à vos questions. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt.